Bonjour à tous, nous poursuivons cette journée de conférence avec un sujet lié au territoire, impact territorial, comment favoriser la résilience locale. Les sujets de résilience impactent évidemment l'ensemble des activités économiques et des acteurs, mais ils doivent, pour être pertinents, envisager en fonction des particularités des différents territoires. Et pour parler de la résilience locale, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce panel plusieurs représentants d'acteurs privés de premier plan, de grandes entreprises. D'abord, tout à ma gauche, Stéphane Junique, qui est président du groupe Vive. Isabelle April de Sodexo, Isabelle Spiegel de Vinci, Muriel Signouret, oui, c'est parfait, du groupe SNCF. Et parce que les entreprises privées ne peuvent pas fonctionner correctement dans l'implication qu'elles veulent avoir sur les sujets d'impact sans le secteur public, nous sommes très heureux aussi de recevoir à cette table ronde David Marty, qui est maire de la commune du Creusot et qui est également président de la communauté urbaine du Creusot-Monceau. Bonjour à tous. Pour commencer, je voulais vous proposer un tout premier petit tour de table avec une grande question, et ça va pas être simple parce que je vous demande de répondre de manière un peu courte, mais c'est pas un sujet complètement récent pour nous. Donc je voulais vous demander, dans vos organisations respectives, est-ce qu'il y a eu un tournant? Est-ce qu'il y a un moment où les choses se sont passées différemment et que vous avez pris en charge les sujets d'impact de manière différente? Est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Et éventuellement un petit bilan de ces sujets-là. Et peut-être d'abord à titre préliminaire, parce que moi, personnellement, j'avoue, je me suis interrogée sur le sens précis de la conférence. Est-ce que vous pourriez donner votre définition de la résilience locale? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir donner une définition exhaustive de la résilience locale, mais c'est vrai qu'en abordant cette table ronde, je me suis posé la question, mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots de résilience et de local? Les deux mots sont tout aussi importants. Alors évidemment, la résilience, c'est cette idée de capacité de surmonter une crise, un traumatisme, etc. On peut se dire qu'on peut... J'avoue qu'en la matière, la SNCF, puisque je représente le groupe SNCF ici, est plutôt experte dans la gestion de crise et j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. Mais c'est vrai que la crise, c'est un événement redouté. On a une approche par les risques qui est extrêmement forte. Et on construit des scénarios d'évitement d'abord, hein, évidemment, et puis également des scénarios de résilience. Mais ce qui me semble le plus intéressant, au-delà de la résilience dans sa définition basique, c'est de s'interroger sur la mesure de l'impact, puisqu'on est au sommet de la mesure d'impact, la mesure de l'impact et notamment de l'impact dans toutes ses dimensions, l'impact négatif, mais aussi l'impact positif que l'on peut avoir. Et c'est vrai qu'à la SNCF, on s'est vraiment penché sur cette question depuis plusieurs années, de se dire mais quel est notre impact dans les territoires? On a 28 000 km de voies, on a 3 000 gares, on fait voyager 5 millions de personnes dans nos trains chaque jour. Comment qualifier notre impact sur la société et dans les territoires? Et on s'est dit, je vais être brève, en 3 mots, en 3 priorités. Notre impact, c'est évidemment de faire plus de trains pour qu'il y ait moins de CO2. C'est aussi de renforcer la relation partenariale que l'on a avec les territoires. Et là, je peux peut-être dater le tournant en se disant, au début des années 2000, on a la loi SRU qui a transféré la compétence de la gestion des trains express régionaux aux régions, aux territoires, et il a fallu les accompagner et évidemment travailler de manière
plus partenariale, je crois, dans une relation plus partenariale avec eux. Et enfin, le troisième impact positif, c'est aussi l'impact humain. Il y a 220 000 personnes qui travaillent en France pour le groupe SNCF, pour toutes ces entités. On est le premier, en 2024, on a été le premier recruteur en France. Et voilà, pour toutes ces raisons, je pense que c'est aussi important de mesurer notre impact et au-delà d'une mesure statique, d'avoir aussi une trajectoire, bien sûr, de progression. Je vous voyais, Isabelle Opiniche-Duchef, sur le moment, sur le tournant de 2010. Est-ce que vous diriez ça, alors a priori vous n'êtes pas touché par la même réglementation, mais est-ce que vous avez envisagé, vous avez identifié un tournant assez fort chez Vinci sur la prise en compte de ces enjeux ? Alors, je pense qu'effectivement, la question de la résilience, elle est extrêmement large. Alors, résilience locale, ça me parle bien parce que c'est effectivement, on va beaucoup parler de résilience des territoires. L'impact territorial est bien là. Et je pense que c'est aussi une prise de conscience, ou en tout cas, il y a un passage à l'action qui a été progressif. Donc, tous, on a connu des crises. Donc, je sais pas, chez Vinci, 2003, 30 000 véhicules bloqués parce qu'il y a de la neige sur la 10. Et donc, du côté du péage de Saint-Arnaud, certains s'en souviennent, qui passent 30 000 véhicules bloqués pendant toute une nuit. Donc ça veut dire que derrière, on a pris des mesures. Par exemple, la fin de certains types d'enrobés. Par exemple, d'avoir une route qui chauffe à un certain endroit pour pouvoir déneiger, en fait, déglacer, etc. Donc c'est de l'innovation technologique qui suit. Depuis, il y en a eu d'autres, donc que ce soit des crises climatiques, etc. Et la prise de conscience générale que si on ne fait que suivre, on ne va pas y arriver. Donc nous, il y a aussi 6 ans, on a décidé sur le sujet environnemental d'accélérer et de dire qu'il faut qu'on soit proactif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de la réglementation ou de certains clients exigeants, et il y en a, il y en avait déjà, il y en a de plus en plus, heureusement. En fait, ça ne va pas assez vite, donc soyons proactifs, prenons les sujets à bras-le-corps. Ça veut dire qu'en 2017, on a créé un groupe de travail sur l'adaptation au changement climatique, par exemple, donc un groupe prospectif. On a développé un outil mis à disposition de nos collaborateurs pour la criticité, donc l'approche risque dont a parlé Muriel, mais aussi de se dire on est constructeur et exploitant d'infrastructures dans les métiers de l'énergie, du bâti et de la mobilité. On se doit d'apporter des solutions, de raisonner sur le temps long et voilà, d'en faire un premier bilan. Et je pense que si on élargit juste le sens résilience, parce que je réponds d'abord changement climatique et c'est mon rôle, je porte le sujet de l'environnement, c'est aussi la résilience socio-économique. Par exemple, les métiers de la construction, en France, on n'est pas petit en fait. Et on a en plus la chance d'avoir des chaînes d'approvisionnement et des emplois qui sont plutôt locaux. Quand on fait un bilan socio-économique des activités du groupe, par exemple Vinci, c'est 1,6% des emplois nationaux. En réalité, si on cumule les emplois de nos fournisseurs et nos sous-traitants qui sont en France, on les multiplie par 3,8. Donc pour un emploi direct, il y a 3,8 fois plus d'emplois dans notre chaîne de valeur. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Donc vous demandiez des éléments de bilan, donc c'est aussi ça. Et il faut pérenniser ça. Donc maintenant, avec des enjeux environnementaux qui se rajoutent, de criticité des matériaux, d'indépendance énergétique, d'adaptation au changement climatique. Et je dirais que c'est tout un champ d'opportunités. Donc je rejoins complètement le sujet positif, effectivement, de la mesure d'impact qui doit nous permettre d'aller plus loin. Merci beaucoup. Même question chez Sodexo, peut-être. Alors, peut-être premier petit retour en arrière, voilà. Alors, quelques mots de Sodexo. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 1966. Et en 1966, Pierre Bellon, qui a fondé cette entreprise, a défini la mission qui reste la mission de cette entreprise, et elle est double. C'est d'abord contribuer à la qualité de vie des consommateurs et des collaborateurs de l'entreprise, mais aussi contribuer au développement économique, social et environnemental des territoires dans lesquels on opère. Donc c'était complètement visionnaire dans les années 60 et c'est ce qui innerve toute la culture de l'entreprise. 2 mots de ce qu'est Sodexo. C'est une entreprise qui compte près de 30 000 collaborateurs. On est répartis sur 4 000 sites en France et on touche 2,5 millions de consommateurs par jour. Donc on voit bien que notre ancrage territorial, il est très fort. Et c'est fort de cette culture et de cette mission qu'au quotidien, on travaille avec les acteurs locaux à répondre aux besoins qui évoluent et finalement, on contribue aussi à la résilience, mais peut-être même plus à la robustesse de ce modèle sur les territoires avec
avec nos clients, que ce soit des clients des mairies, des hôpitaux, des maisons de santé ou des acteurs privés. Et finalement, pour répondre à votre question par rapport à la date qu'on peut retenir dans nos métiers, je pense que la façon d'opérer ces collaborations au niveau des territoires, qui s'exercent depuis le champ jusqu'à l'assiette pour nous, donc très forte avec les agriculteurs, on embauche local, etc. Mais le tournant, ça a été vraiment la structuration côté public et la création des plans alimentaires territoriaux. Et ça a modifié notre façon d'interagir avec les acteurs locaux sur les territoires. Donc voilà, pour nous, le tournant a été... Vous vous souvenez de la date ça a commencé il y a 4 ou 5 ans, mais ça commence vraiment à se structurer dans beaucoup de territoires. Je pense qu'on est à plus de 400 plans alimentaires territoriaux aujourd'hui. Et ça me permet de faire le lien avec Monsieur le maire. Voilà, à votre avis, du côté des communes, à partir de quand vous avez identifié que les maires se sont vraiment saisis de ces sujets et ont réussi à peut-être accélérer sur les partenariats publics-privés et sur la réflexion sur ces sujets? C'est pour revenir peut-être aussi à la question de la résilience sur les territoires. La résilience, c'est d'abord avant tout de prendre un choc, et après ce choc, comment on se relève. Ça a été le cas sur notre territoire, hein. Donc le choc industriel. Et donc on peut faire le parallèle même avec la matière, puisqu'on parle d'industrie, c'est-à-dire le métal. À partir du moment où le métal prend un choc, comment est sa résilience au choc et comment il reprend forme derrière. La question s'est posée pour nous de la même manière. Après le choc industriel, comment un territoire industriel se réinvente. Quel choix fait le territoire pour se réinventer? Est-ce qu'il prend une autre voie ou est-ce qu'il continue sur l'industrie? C'est ce que nous avons, souhaité faire après le choc industriel pour redevenir un territoire industriel, très fortement industrialisé, mais avec une capacité à résister au choc beaucoup plus forte. Et passer d'une mono-industrie à une industrie qui soit beaucoup plus diversifiée, avec de l'innovation, avec... Donc la résilience, elle est passée par là, mais déjà sur un travail qu'il fallait faire, de dire quelle est notre volonté, la volonté est-elle de continuer ou alors de changer complètement. Et c'est en ça où la résilience, forcément, elle a peut-être un bon côté, c'est qu'elle nous oblige à nous réinterroger. Et à partir du moment où ce questionnement se pose, à partir de là, comment on réagit et comment on se réinvente. Et comment on réinvente le territoire. Pas seul, parce qu'on ne peut pas. Donc on le fait avec des partenaires institutionnels, avec le privé. Je dis toujours, la puissance publique, elle doit être avec le privé, parce que c'est le meilleur gage de réussite. Et c'est comme ça que les questions se sont posées, c'est comme ça que petit à petit, nous sommes redevenus aujourd'hui un grand territoire industriel, identifié comme tel, beaucoup moins fragile que d'autres, par rapport à tout ce travail. En résumé, on apprend beaucoup des crises. On apprend toujours des crises. Il n'y a qu'à voir ces dernières années, les crises que nous avons subies, hein, en très peu de temps d'ailleurs. En plus, avec des phénomènes de crise qui ne sont plus conjoncturels, mais qui sont structurels. Nous savons, nous, sur les territoires, mais c'est vrai pour les entreprises. Malheureusement, c'est comme ça que si on connaissait des crises tous les 30 ans avant, aujourd'hui, c'est maximum tous les 10 ans, voire même moins, puisque là, en 6-7 ans, on a eu 3 crises consécutives, la crise sanitaire, la crise énergétique et puis la crise institutionnelle. Et il faut faire avec. Donc forcément, on apprend et c'est là qu'on se réinvente. Et c'est là qu'on doit être, bien évidemment, complètement ouvert à d'autres horizons et à dire comment on continue, nous, au niveau territorial, avec nos partenaires, de construire avec ce contexte de crise quasi permanent. Je termine le premier petit tour de table avec vous, Stéphane Junique. Alors, comment est-ce qu'on est résilient chez Vive? Non, mais plus précisément, mais même question, est-ce que dans vos activités qui sont évidemment aussi liées à la santé, est-ce que vous avez noté un tournant? Est-ce qu'il y a vraiment une modification de la façon dont vous envisagez les choses, même si
le groupe est plus jeune que des entreprises comme les SNCF ou comme Vinci et même Sodexo. Avant de prendre la présidence du Conseil économique, social et environnemental, Thierry Baudet avait souvent cette expression qui est mutualité rime avec proximité. Et c'est vrai, on est un groupe jeune, mais on s'inscrit dans cette tradition et dans cet héritage qui est que la mutualité, elle était fortement animée par des communautés. À l'époque, on les appelait des sociétés de secours mutuels au XIXe siècle, par des sociétés de secours mutuels qui étaient soit dans des corporations ou soit dans des territoires avec des enjeux de réalisation sociale à construire d'une manière extrêmement forte. Au fond, ce qu'on retient aujourd'hui, et notamment après l'intervention de M. Marty, c'est qu'on ne peut pas imaginer la santé de nos adhérents ou la santé des populations sans se préoccuper de la santé des territoires. Et donc on a un principe, une boussole, c'est la manière dont on va pouvoir agir, intervenir, bien sûr auprès de la communauté de nos adhérents, mais également à cibler une grande partie des investissements que l'on peut faire dans les territoires autour de cet enjeu. Comment on améliore la santé, comment le droit à la santé dans notre pays est davantage rendu accessible, mais aussi une réalité, parce qu'on le voit, il y a parfois des écarts, j'y reviendrai, entre la loi et la réalité. C'est 25% de notre résultat net que l'on réinvestit dans des actions à impact social et territorial chaque année. On est très fiers de cela, et on contribue à travers ces différentes actions à pouvoir prendre soin de la santé des différents territoires, et en allant aussi sur des terrains qui sont des terrains nouveaux. Une personne qui vit dans la rue dans notre pays, son espérance de vie est de 49 ans. On voit bien que le logement est un déterminant de santé majeur. Le groupe Vive a investi d'une manière très forte sur cette question du logement pour réhabiliter le fait que c'est un déterminant de santé qui est un déterminant de santé majeur. On construit avec les collectivités territoriales, pour répondre à leurs besoins de planification de logement dans les territoires, on répond à travers un cahier des charges sur le fait de concilier logement et santé à travers un label Logement Santé que l'on a développé. Ce sont 6000 logements qui sont actuellement en cours de construction et qui permettent de concilier à travers des indicateurs de construction jusqu'aux services apportés aux habitants, de faire du fil rouge, de faire de la santé le fil rouge de ces logements, et on considère que c'est un enjeu pour demain. Alors ensuite, la date, est-ce qu'il y a une date ? Ça m'a beaucoup interpellé, votre question. Parce qu'en fait, je pense qu'il y en a deux. Le premier pour nous, les opérateurs qui avons connu une mue extraordinaire. On est passé de 6000 mutuelles dans les années 80 à moins de 300 aujourd'hui. Donc il y avait besoin de retrouver d'une certaine manière l'action et l'intervention en territoire, parce qu'il y avait ce lien qui s'éloignait de plus en plus à travers ces effets de concentration. Et là, on est sur un phénomène qui, depuis une trentaine d'années, est un vrai sujet de préoccupation pour nos mutuelles. Ne pas perdre le lien avec les adhérents, mais ne pas perdre le lien avec cette proximité d'une manière forte. Et la deuxième raison pour laquelle je pense qu'on a eu un enjeu pour permettre à ce que la résilience locale soit renforcée, c'est qu'on a un État national qui s'est fragilisé depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire que quand vous êtes interpellé par des collectivités territoriales ou par des acteurs locaux sur le fait, mais on a un problème d'accès aux soins, on n'arrive plus à répondre à des besoins de santé. C'est souvent le maire qui est interpellé. Et quand des politiques nationales ne peuvent plus répondre parce que les moyens ne sont plus adaptés, parce que les lois prévues nationalement avec un enjeu d'équité majeur ne sont plus appliquées ou applicables, en effet, l'intervention et les stratégies d'alliance entre les acteurs dans les territoires est essentielle pour, je le répète, répondre à ce qui est notre obsession en tant que mutualiste, c'est que le droit à la santé dans notre pays soit préservé. Merci beaucoup. Vous en avez parlé, l'un des impacts et des enjeux les plus significatifs, c'est évidemment l'environnement. Et pour de très grosses entreprises, l'environnement est un enjeu structurel avec un impact absolument phénoménal. Grosses entreprises, grosses responsabilités. Voilà, comment on gère ce genre de sujet dans une très grosse structure? Quelles sont les initiatives que vous avez lancées, vous Muriel et vous Isabelle, ou en tout cas les structures dans lesquelles vous travaillez? Voilà. Comment on s'empare de ces sujets dans une très grosse machine qui a évidemment une très grosse responsabilité,
Et deuxième petite question, parce que c'est une très grosse machine, comment en termes d'organisation, concrètement, on y arrive ? Alors oui, bonne question. Effectivement, en tant que grande entreprise, on a une responsabilité majeure. Et moi, en tant que directrice de la responsabilité sociétale de l'entreprise, je ne cesse de répéter à l'envi ce premier mot de responsabilité. Notre première responsabilité, c'est bien sûr d'être exemplaire. À tous les niveaux de l'entreprise, hein, du PDG à l'agent contrôleur dans le TER ou le Transilien que vous avez pu prendre ce matin. Alors, certes, on est, nous, SNCF, une partie de la solution pour décarboner le secteur des transports qui, aujourd'hui en France, est le plus émetteur d'émissions de gaz à effet de serre, hein, bien plus que l'industrie ou que l'agriculture. Donc on a une responsabilité majeure pour décarboner ce secteur. Pour autant, on a aussi, par notre activité et par notre envergure, par notre poids et territorial dont je parlais tout à l'heure, on a un impact environnemental qu'il nous faut absolument diminuer. Et on s'est fixé 3 priorités, qui est évidemment la décarbonation, parce qu'on a encore des activités qui sont carbonées. Un peu moins de la moitié de notre flotte TER, les trains express régionaux, roulent au diesel. Donc il nous faut innover, par exemple, innover sur de nouveaux matériels pour rouler quand c'est pas possible d'électrifier la ligne, inventer des solutions hybrides ou utiliser du biocarburant comme le colza sur la ligne Paris-Granville, c'est ce qu'on fait. Donc on a encore la décarbonation dans notre champ d'action qui est assez fort. Et puis on agit aussi par le levier de la sobriété. On a appris à nos conducteurs à optimiser leur modalité de conduite, et ce qui nous a permis quand même de réduire notre consommation énergétique de l'équivalent de la consommation sur une année d'une ville comme Besançon. Donc c'est pas négligeable ce levier de la sobriété. Donc premièrement, la décarbonation. Deuxièmement, c'est l'économie circulaire. On utilise énormément de matière à la SNCF, que ce soit le ballast, vous savez, ces roches qu'on voit au milieu des voies, l'acier, etc. Beaucoup de matériaux pour nos travaux. D'ailleurs, c'est un enjeu économique pour nous, puisqu'on dépense 5 milliards d'euros par an d'achat de matériaux. Et puis, c'est surtout un enjeu environnemental que de développer l'économie circulaire. Donc, on a plein d'initiatives. Par exemple, aujourd'hui, notre rail est à 100% du rail vert. C'est-à-dire qu'on recycle 95% de notre rail et les 5 autres pourcents sont réutilisés tels quels. Et on le fait en partenariat avec une industrie locale, Ascoval-Sarstal, dans le Grand Est, qui va refondre nos rails dans un haut fourneau à arc électrique et non plus les hauts fourneaux d'antan, pour ensuite réutiliser ce même acier et refondre nos rails. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, c'est l'économie circulaire à développer. Et troisièmement, pour réduire notre impact environnemental, c'est la préservation de la biodiversité. Là encore, je reprends le chiffre que je citais tout à l'heure, nos 28 000 km de voies qui traversent tout le territoire et qui forcément traversent un territoire également habité par de la faune sauvage et sur lesquels il y a aussi une flore, une végétation importante. Il faut savoir que nous sommes la première entreprise à avoir arrêté l'utilisation du glyphosate en 2021. Alors même que la réglementation ne nous y obligeait pas. Et évidemment, ça a généré un surcoût. Mais il nous a semblé absolument essentiel de prendre cette responsabilité, d'arrêter l'utilisation du glyphosate, même si ça nous coûtait 100 millions d'euros par an,
plus de 100 millions d'euros par an pour préserver la biodiversité. Et là aussi, ça nous encourage à innover, parce que comment lutter contre la renouée du Japon qui pousse de 10 mètres tous les 3 semaines? Il faut, voilà, on n'a pas encore inventé la meilleure solution, mais on y travaille. Donc voilà les trois impacts environnementaux sur lesquels nous travaillons et sur lesquels nous avons une responsabilité extrêmement forte. J'ai plein d'autres exemples en tête, mais je vais laisser la parole à Isabelle. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est hyper intéressant de voir comme les entreprises, effectivement, ont pris ces sujets-là à bras-le-corps. Moi, j'ai envie de dire, je vous ai parlé de proactivité sur la question environnementale. C'est vraiment comme ça qu'on a raisonné il y a quelques années en lançant notre ambition et en disant, donc on décline aussi par sujet, mais il y a 2 niveaux d'action. Il y en a un, c'est déjà d'appliquer à nous-mêmes, un peu dans la logique d'exemplarité qui a été mentionnée. En fait, réduisons notre impact, appliquons à nous-mêmes, et deuxièmement, prenons pour notre secteur d'activité ces solutions aussi. Et donc, si je reprends l'exemple que j'ai effleuré rapidement de la route qui chauffe, premier niveau, c'est gestion des risques. Effectivement, on ne peut plus avoir des usagers de l'autoroute en fait bloqués à cause de la neige. Donc, comment capter la chaleur du soleil, la stocker en géothermie et la restituer pendant l'hiver. C'est ça, c'est comme ça qu'on a déneigé, on va dire. Voilà, donc c'est une solution qui est utilisée en Allemagne, au Canada, etc., qu'on met en application. Mais on allait plus loin, c'est-à-dire par l'innovation technologique. Alors, ça a donné la solution Power Road qu'on vend à des clients et qui sont dire finalement maintenant pour une municipalité, on peut chauffer une piscine, un gymnase municipal, etc. Donc on ne va pas équiper des centaines de kilomètres de route, mais le parking à côté d'un logement social, oui. Donc on revient en circuit local, on va dire, territorial. Et finalement, j'ai 2 fonctions maintenant à la voirie. C'est effectivement de faire passer des usagers ou de garer des véhicules et en même temps de restituer de la chaleur. Ce qui est hyper intéressant, ce qui nous fait aller loin en fait dans les raisonnements. Et donc je crois que le pragmatisme on applique à nous-mêmes. Vinci Énergie, par exemple, en France, c'est à peu près 600 bâtiments. C'est un peu plus de 600 bâtiments. Voilà, diagnostic de performance énergétique, on regarde, on classe, on élimine les moins performants. On applique à nous-mêmes l'optimisation de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Encore aujourd'hui, en 2025, dans la plupart des bâtiments existants, on arrive à trouver des poches d'énergie, d'efficacité énergétique, donc de 20 à 30%. On a mis de l'IA pour aller plus loin dans certains cas, etc. Et on va faire de l'autoconsommation. Donc on va installer des panneaux solaires, on va autoconsommer. Donc on l'applique à nous-mêmes. 600 bâtiments, c'est quand même sympa comme terrain de jeu. Mais du coup, derrière, quand on le prône à nos clients, on dit on l'a nous-mêmes expérimenté pour nos salariés. Le béton bas carbone, c'est pareil. Donc en fait, sur le côté résilience territoire, je dirais qu'il faut passer à l'action. On a une approche extrêmement test and learn, si je reprends cet anglicisme, mais de démonstrateur, on passe à l'action, on expérimente, et puis on prône, parce que la vraie question, c'est celle du changement d'échelle, en fait. On a tous là, à peu près, autour de la table, su passer à une ou quelques réalisations. La grande question devant nous, c'est de passer à des milliers. Et donc là, il y a beaucoup de solutions déjà de faire savoir, parce que notre présence aujourd'hui en tant que partenaire, et puis effectivement de continuer à ouvrir typiquement dans les appels d'offres, les relations, etc. Parce que tout ce qu'on adresse aujourd'hui nécessite d'être traité sur le temps long et en approche globale. Quand on parle de résilience des territoires, c'est vraiment, faut remonter d'un cran en fait. On parle du citoyen qui habite le territoire. Et donc c'est bien à cette fonction-là qu'on veut répondre, et c'est en se mettant ensemble en fait qu'on va réussir à correctement raisonner là-dessus, grâce à heureusement tout un tas d'innovations techniques ou managériales qu'on apporte de toutes les sphères, on va dire, de la société. Sur le côté grosse machine et le sujet que vous évoquiez, comment on passe à l'échelle après avoir lancé quelques initiatives, est-ce que vous auriez des conseils sur, d'un point de vue organisationnel, comment concrètement, dans une très très grande entreprise, on arrive, qu'est-ce qu'on met en place, comment on fait pour que ça fonctionne, ce passage à l'échelle? Je pense qu'on essaye tous les jours de le faire fonctionner de mieux en mieux. Donc un message par exemple auprès des appels d'offres publics, c'est de dire n'hésitez pas à nous demander des alternatives. Donc c'est de dire, en fait, même quand on ne sait pas exactement où on va en termes de solutions, etc., juste de laisser une option ouverte, de dire est-ce qu'on pourrait faire mieux, nous, ça nous permet parfois juste de se bouger et se dire, tiens, oui, est-ce que de façon proactive, on peut aller plus loin et proposer des choses? Parfois, c'est assez clair aussi sur ce qu'il faut déjà aller. Donc l'ouverture et l'écoute de se dire, voilà, quelle solution, c'est définitivement une des manières de nous faire avancer.
L'autre, je dirais, en interne, par exemple, quand on a lancé notre ambition environnementale, on a accompagné ça d'un petit logo interne qui s'appelle We Now. Oui, au sens nous, hein, chacun d'entre nous, individuellement, collectivement, on doit passer à l'action, mais c'est maintenant. C'est-à-dire, il n'y a pas de mauvaises actions, il n'y a pas de petites et de grosses actions, c'est juste chacun dans l'organisation a un rôle à jouer, et ça peut être un petit truc du quotidien, un gros truc comme une solution super innovante qui va changer un business model à un endroit. Par contre, ce qui est super important, c'est de bouger maintenant parce qu'on n'a plus le temps en fait. Donc, et ça, cette dynamique, je dirais, d'incitation à l'action, etc., en interne, on va la faire par des concours, des challenges, etc., pour en permanence... Avec une vision plutôt décentralisée, du coup. Avec une vision totalement décentralisée, qui est celle de notre groupe, parce que par contre, ce qui est hyper important, c'est que c'est du territoire dont on est en train de parler. Donc la situation du Creusot, ou du Pas-de-Calais par exemple, hein, si je regarde en termes de ressources naturelles disponibles dans le sol, de stress hydrique, etc., est pas la même. Donc en fait, il n'y a pas une solution absolue à la bonne résilience du territoire à un moment donné, même si le changement climatique est global. Donc en fait, on est plutôt passé, nous, en interne, par équipons nos collaborateurs pour qu'ils soient en mesure de prendre des décisions informées. Donc équipons, ça veut dire beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation, etc. De la mesure d'impact. Et ça, c'est dur, parce que quand on a fait un prix de l'environnement l'année dernière, on a imposé à toutes les solutions qui candidataient de faire leur bilan carbone et de nous répondre qualitativement sur les autres angles, qui sont l'économie circulaire, la biodiversité et l'eau. On a 1000 candidats qui l'ont fait. Donc, avec ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire il y a des outils qui existent, etc. Mais je veux dire, voilà, on a poussé le curseur, on a dit après, l'expertise, elle se fait au niveau régional. On a voulu des experts qui n'étaient pas que de l'environnement, il y en a 2 en face de moi. Mais on a dit, c'est pas grave, vous êtes de l'innovation ou de la communication, vous voulez expertiser, on vous forme. Donc vous allez être formé sur la mesure d'impact et sur ce qu'on cherche. Puis en final, on a fait une ACV simplifiée, donc une analyse du cycle de vie simplifiée pour les 50 finalistes, pour pouvoir regarder avec des critères. Donc je veux dire, les éléments de mesure et de data, ils sont là. Simplement, effectivement, il faut à un moment donné contextualiser par rapport à la solution déployée dans tel territoire, etc. Et c'est comme ça qu'on va prendre des décisions qui ont du sens et qui ne perdent pas le nord de l'impact territorial. Donc si je résume, on informe, on mesure, on décentralise et on agit, même avec des petits pas. C'est un bon résumé. On va avancer parce parce que le temps file, mais je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Après l'environnement, on va passer à la santé, autre très très grand enjeu, pour donner la parole à Stéphane Junique. Vous parliez du maillage tout à l'heure et de la présence au sein des territoires qui a fortement diminué ces 30 dernières années des groupes mutualistes. Comment justement vous appréhendez ces enjeux de territoire, comment vous pensez vos différentes initiatives, comment vous arrivez à concrètement à agir alors que vous êtes, j'imagine, présent sur toute la France et que les territoires sont très différents. En fait, on l'aborde à travers 3 combats. Tout d'abord, être un acteur qui contribue à ce que l'accès aux soins dans les territoires soit renforcé. Je le mentionne parce que vous avez aujourd'hui 7 millions de Français qui sont dans un désert sanitaire. Le gouvernement dit même que 87% du territoire national est classé comme un désert de santé. On le voit donc, il y a besoin d'avoir aux côtés des acteurs, des collectivités territoriales, des professionnels de santé qui sont dans les territoires, mais aussi auprès des usagers et donc de nos adhérents, besoin d'être un acteur qui investit pour faire en sorte que cet accès aux soins y soit renforcé. Le groupe VIF, ce n'est pas simplement un assureur à travers ses mutuelles, Harmonie Mutuelle, MGN, la Mutuelle Nationale des Territoriaux. C'est un acteur qui est l'un des premiers acteurs non lucratifs avec le groupe SOS sur le développement de l'offre de soins et d'accompagnement dans notre pays. Sur les 45 000 collaborateurs du groupe, nous en avons 35 000 qui sont positionnés sur nos métiers du soin et de l'accompagnement. Et ils ne sont pas à Paris, ils sont dans les territoires, auprès de nos 1800 établissements d'offre de soins et d'accompagnement. Je ne suis pas concret là. L'accès aux soins, dans les Pays de la Loire, on a ouvert 4 services de médecine de proximité, pas dans les métropoles de cette région, à Laval, à Cholet et au Mans. C'est 16 000 personnes qui étaient sans médecin traitant, qui, grâce à l'ouverture de ces services de médecine de proximité, nous ont permis de les remettre dans un parcours de soins coordonnés, avec un professionnel de santé. Au Mans, on est même allé plus loin, c'est-à-dire en inventant
un statut qui est un statut nouveau, non pas de médecin traitant, mais de service de médecine de proximité traitant. C'est-à-dire que vous alliez voir le docteur X ou Y, peu importe, l'essentiel c'est qu'au moment où vous en avez besoin, vous puissiez voir un professionnel de santé. Pourquoi je mentionne ça? Parce que parfois, au niveau national, on décrit de très beaux parcours, mais qui restent très théoriques, parce qu'il n'y a pas des professionnels de santé dans les territoires. Le fait d'avoir un médecin traitant qui est ciblé, en fait, pose davantage de difficultés qu'autre chose dans l'accès aux soins. Sur Belle-Île, nous avons développé sur donc une île un accès aux soins qui n'était plus assuré. Pas simplement pendant la période estivale, où vous avez la population qui est multipliée par 15, mais également au quotidien, pendant les périodes hivernales où vous avez quand même de la population. Et donc nous avons permis, à travers l'ouverture de services de médecine, mais également à travers des professionnels de santé qui viennent faire des permanences sur ce territoire, nous avons permis à ce que ce territoire isolé, il puisse y avoir une offre de soins et de santé qui soit développée. Je pourrais citer l'exemple de la clinique Jules Verne de Nantes, où vous avez un gastro-entérologue. Le Premier ministre a mentionné le fait qu'il puisse y avoir des vacations qui soient faites pour aller dans les territoires qui sont les plus éloignés. On le fait déjà, Monsieur le Premier ministre. Nous avons un spécialiste gastro-entérologue de la clinique Jules Verne qui fait 2 jours par semaine des vacations en spécialité à Châlons, à Ancenis et également à Fontenay-le-Comte, bref, dans des territoires où il y a aujourd'hui en effet des difficultés, notamment pour accéder à cette spécialité. L'accès aux soins, c'est la première priorité. Le deuxième élément, j'ai envie de soulever un malentendu. Ça n'est pas parce que vous avez un hôpital dans votre territoire que vous serez mieux soigné. Et pardon d'être désagréable, mais il est beaucoup plus important d'investir sur les déterminants de santé qui viennent abîmer la santé dans un territoire, plutôt que de vouloir être dans un maillage territorial qui soit extrêmement fin, alors qu'on le sait, il n'y a pas aujourd'hui la démographie suffisante. Pourquoi je mentionne ça? Parce qu'il y a urgence à investir, j'ai mentionné le logement comme étant un déterminant de santé majeur, l'alimentation, sur lequel nous avons, investi d'une manière très forte à travers de nouvelles actions, de nouvelles interventions en tant qu'acteurs mutualistes, notamment en expérimentant ce qui peut être fait autour des enjeux de la sécurité sociale alimentaire. En fait, on ne la conçoit pas comme étant un sujet qui est un sujet allocataire, mais l'occasion pour un territoire de pouvoir construire de la production des aliments jusqu'à la distribution auprès des populations qui en ont le plus besoin. Je pense à ceux qui sont les plus fragiles, pas simplement socialement, mais les femmes enceintes, dans les crèches, dans les écoles, dans les EHPAD où il y a des besoins en matière d'alimentation qui sont majeurs. Comment donc nos mutuelles, nos groupes sont dans un projet de territoire en capacité de pouvoir assurer une alimentation qui soit une alimentation de qualité. Je vous remercie pour la description de ces initiatives. Je voulais vous demander, de manière un peu de but en blanc, si vous deviez définir aujourd'hui le frein qui vous empêche d'avancer, ou en tout cas ce que vous souhaiteriez voir évoluer plus rapidement, ce serait quoi? Avant de donner la parole à Isabelle. Je pense se faire confiance. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que dans les territoires, cette confiance, on la construit. Je pense qu'au niveau national, il y a aujourd'hui une absence de reconnaissance sur ce qu'est cette alliance. Je parle sur le champ que je connais le mieux, le champ de la santé, entre des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs non lucratifs. On ne pourra pas ensemble résoudre les défis de la santé de demain qui sont liés au vieillissement de la population, à l'émergence des maladies chroniques qui vont, je vous le dis, amener à ce que vos cotisations de mutuelles augmentent parce que les dépenses de santé vont exploser. D'où l'importance de réfléchir au modèle de financement de la protection sociale. On le voit d'ailleurs avec les réactions ce matin du monde politique à la suite de la proposition de moratoire sur la fermeture des maternités, oui. Où certains viennent tout de suite interroger le recours au privé dans ces domaines. Ça vient un peu appuyer ce que vous dites sur un problème de confiance au niveau national de ce partenariat qui, de ce qu'on entend aujourd'hui, est absolument essentiel. Pourquoi je mentionne cet élément de confiance? Parce que vous le voyez dans cette table ronde, vous avez une diversité des acteurs. Je pense que la question de la santé et de la protection sociale, sincèrement,
c'est un sujet qui est un sujet fédérateur. On ne pourra pas laisser penser que même pour une entreprise privée, pour ses salariés, le sujet de la bonne santé de ses salariés n'est pas un sujet de préoccupation, parce que derrière, c'est une partie de la productivité, des arrêts de travail qui augmenteront d'une manière significative. Et monsieur le maire, j'imagine que vos administrés vous interpellent chaque jour sur les enjeux de l'accès aux soins. La santé, c'est fédérateur. Mais tous autant que nous sommes, publics, privés, collectivités territoriales, groupes mutualistes, nous sommes des investisseurs sociaux. Le groupe VIF, c'est 500 millions d'euros ces 3 dernières années qui ont été investis sur l'accès aux soins de proximité. Et on le fait en partenariat. Je suis très fier qu'avec la Croix-Rouge française, on soit dans un partenariat qui nous permette de concilier le talent qui est fait par la Croix-Rouge en matière de formation des professionnels de santé qui viennent ensuite alimenter nos services pour qu'il y ait des professionnels de qualité qui répondent aux besoins de santé. La confiance, c'est l'élément déterminant. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été souligné en ouverture de notre pays. On a aujourd'hui besoin de réhabiliter cette confiance pour refaire société. On sent la volonté, l'énergie et l'envie d'aller encore plus loin. Avec vous, Isabelle, on va aborder un sujet un peu différent. Vous allez nous parler de l'initiative que vous avez lancée chez Sodexo. On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est la question du passage à l'échelle. On lance une initiative et voilà, on en tire des conséquences. Et comment est-ce qu'on fait ensuite pour arriver à la rente générale dans une organisation ? Alors d'abord, moi, je voudrais rebondir sur les propos de Stéphane. L'alimentation, c'est un sujet qu'il faut traiter aujourd'hui non plus comme une dépense, mais comme un investissement. Et on a des chiffres qui sont totalement hallucinants. Et c'est bien de les objectiver. On sait que 20% du budget de la sécurité sociale est dépensé du fait d'une mauvaise alimentation. Donc on a 125 milliards d'euros qui sont affectés aux conséquences d'une mauvaise alimentation. Donc on voit bien les dégâts que provoque la mauvaise alimentation ou tout simplement, vous le disiez à l'instant, le non-accès à l'alimentation. Donc, et d'ailleurs, je rebondis sur le texte qui avait été prévu sur la sécurité sociale alimentaire. La restauration collective est un acteur majeur de ce système d'accès pour le plus grand nombre à une alimentation saine et équilibrée. C'est parfois, et on l'a vu pendant le Covid, c'est quand même le seul repas que beaucoup d'enfants consomment dans la journée, la cantine scolaire. Et donc voilà, on a la chance en France d'avoir un système unique, une exception culturelle majeure qui est la restauration collective, qui permet au plus grand nombre, du plus petit âge au plus grand âge, d'avoir accès à une alimentation, encore une fois, saine, équilibrée, et qui sert même de laboratoire aux politiques publiques, puisque on est très réglementé. On teste beaucoup de choses dans la restauration collective. Il y a beaucoup de contraintes, et on en est fiers. Mais voilà. Donc, merci de rebondir. Et puis, le deuxième sujet, les coopérations au niveau du territoire, c'est pour nous aussi l'enjeu majeur, et c'est ce qui fera que demain, on sera tous ensemble capables de changer le modèle, en tout cas de l'adapter et d'en assurer la robustesse. Et donc, justement, à ce sujet, pour revenir à l'exemple que vous me demandez d'expliquer, chez Sodexo, on a 3 impacts. Toutes nos actions sont pilotées au travers de 3 impacts. L'impact environnemental, et là, on parle clairement de la transition alimentaire, parce qu'on sait très bien que pour pouvoir limiter l'empreinte carbone, il y a un sujet d'alimentation et de mode d'alimentation. Donc notre sujet, c'est de rééquilibrer les protéines animales et végétales. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà les 2 grands enjeux pour nous en termes de transition environnementale. On a aussi un enjeu majeur et un impact qu'on mesure, c'est l'impact de la santé par l'alimentation. On en parlait à l'instant, maintenant c'est objectivé. On sait que pour que du plus petit âge au plus grand âge, on soit en bonne santé, il faut bien se nourrir. Et puis enfin, on a un 3e pilier qui est le progrès social. Alors je rappelle ça pour expliquer pourquoi Sodexo s'est engagé en 2018, sous l'impulsion de notre présidente, sur la construction d'un nouveau modèle économique à impact. On a choisi
comme territoire d'expérimentation la France, et particulièrement les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le sujet sur lequel on a travaillé, c'était comment Sodexo peut créer de la valeur au regard de ces 3 enjeux, environnemental, santé publique et progrès social, comment on pouvait, en tant que grande entreprise, apporter cette valeur dans un territoire notamment très défavorisé. Et c'est là que je viendrai au mode de collaboration. Donc on a réfléchi à un modèle économique à impact. On aurait pu le faire par la philanthropie. Il y a beaucoup, et c'est très bien, d'entreprises qui mènent des actions par le biais de la philanthropie. Mais là, l'enjeu, c'était vraiment de créer un modèle économique qui puisse assurer la pérennité des actions qu'on pouvait avoir dans le territoire. Et donc, on a commencé à prospecter et on a finalement rencontré les acteurs du territoire de Clichy-sous-Bois. Et on a mis beaucoup de temps à apprendre à se connaître, à se faire confiance, comme vous le disiez à l'instant, à nous, de notre côté, expliquer quelle était notre intention et finalement déjouer l'image qu'on avait de nous dans ces territoires. On disait, mais qu'est-ce que Sodexo vient faire dans ce quartier prioritaire? Quel est le but ultime de Sodexo? Donc il y a un vrai sujet de confiance, de découverte, de dialogue, qui nous a permis d'aboutir à un projet par lequel on a construit un bâtiment, on a acheté un terrain, on a construit un bâtiment, et ce bâtiment, il a été conçu avec les acteurs locaux, que ce soit les associations, la mairie, les acteurs institutionnels du territoire, avec pour objectif de répondre à ces impacts. Comment travailler sur l'insertion professionnelle, comment contribuer au progrès social, à l'attractivité de ce territoire en étant Sodexo. Et donc on a construit un bâtiment dont tous les espaces ont été imaginés au regard des impacts qu'on voulait avoir. Donc je vous disais à l'instant, pour nous c'est un modèle économique, donc on a créé un moteur économique, on a créé une légumerie qui transforme la production agricole locale pour être distribuée sur des sites chez Sodexo et qui viennent contribuer à la transition alimentaire dont je parlais tout à l'heure et à l'économie locale en travaillant avec les agriculteurs locaux. On travaille aussi avec Croix-Rouge Insertion. Et puis, pour répondre aux besoins des habitants plus largement, on parlait d'insertion. Le premier frein périphérique à l'emploi, et notamment dans ce territoire, c'était la garde des enfants. Donc on a créé une crèche. On a un espace avec 20 berceaux qui sont ouverts notamment aux familles monoparentales pour qu'elles puissent s'inscrire dans la formation et dans l'emploi. On a créé un espace qui est dédié à l'insertion des jeunes et on s'est greffé sur un programme qui est Un jeune, une solution. Et enfin, on a retenu un espace qui s'appelle un espace de cohésion sociale dans lequel, avec les associations, avec les acteurs locaux, on crée des ateliers au bénéfice des habitants sur l'éducation nutritionnelle, sur comment on peut se nourrir à moindre frais et de façon qui permet une meilleure santé. On crée des ateliers aussi pour permettre aux jeunes de postuler, de trouver des formations. Voilà. Donc, en fait, toute cette histoire-là, et c'est intéressant que vous me posiez la question, ce qui est intéressant, c'est d'en faire un retour d'expérience. Voilà. Est-ce qu'on arrive à passer à l'échelle avec des initiatives qui sont très précises? Alors d'abord, juste pour terminer, au-delà des institutions, il y a aussi les habitants qu'il faut vraiment embarquer. Et nous, on a choisi de se connecter avec les jeunes. C'est-à-dire que quand on est arrivé et qu'on a mis notre palissade pour le chantier, on s'est connecté avec les jeunes du quartier et les associations qui les accompagnaient, et on leur a demandé de peindre et de faire avec un animateur. Ça apparaît anodin, mais c'est ce qui a permis aux jeunes du quartier de se dire c'est pas quelqu'un qui vient chez nous et qui va construire un bâtiment qui n'est pas le nôtre. Ça a joué dans l'appropriation par les habitants de ce bâtiment et des activités qui sont proposées. Alors, je disais, on a mis beaucoup de temps pour gagner la confiance, pour pouvoir mener à bien ce projet. Je dirais que
les facteurs clés de succès de ce type de démarche, c'est d'abord d'être conscient qu'il faut, encore une fois, du temps, de l'ingénierie, parce que ce projet-là, il est spécifique et il est adapté au territoire de Clichy-sous-Bois, et ce ne sera peut-être pas le même dans d'autres territoires. Et puis surtout, il manque peut-être, au-delà de la... une fois que la confiance est construite, peut-être un cadre. Parce que le projet dont je vous parle, finalement, il s'inscrit dans aucun cadre. Ça ne repose que sur les relations qu'on a pu construire à un moment T, mais il n'y a pas de cadre aujourd'hui qui nous permet de mener des actions très spécifiques, adaptées aux besoins du territoire, qui embarquent autant les acteurs publics que privés. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on est dans des logiques de commande publique, et vous le disiez tout à l'heure, qui sont un peu strictes et rigides. Mais quand on veut ouvrir un peu le sujet et dire, ben voilà, on peut tous ensemble autour de la table construire des modèles qui sont adaptés et qui vont avoir de l'impact, on n'a pas de modèle et on a... Votre souhait, c'est la création d'un cadre plus efficace qui permettrait... Oui, plus et puis facilement, de l'officialisation peut-être d'une gouvernance partagée. Voilà, il nous faut malgré tout... alors, on ne réclame pas un cadre aussi strict que ce qui existe dans la commande publique, mais voilà, pouvoir, dans un espace un peu sécurisé, mener ces discussions et construire ces projets sur le long terme. David Marty, on a entendu les initiatives des acteurs privés qui vous entourent avec bienveillance. Quelle est votre vision de l'efficacité de ces partenariats et qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, pour que vous puissiez tous avancer mieux et plus rapidement sur les sujets de résilience? Écoutez, moi je voudrais réagir, parce que tout se rejoint sur les interventions qui ont eu lieu là à la fois sur le sujet santé et à la fois sur le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la responsabilité que nous avons tous sur l'aspect sociétal, humain, environnemental. Et encore une fois, tout est lié. Quelque chose qu'a dit M. Junique qui, moi, me paraît fondamental. En ce qui concerne la santé, c'est le décloisonnement, à un moment donné, qu'il faut absolument, que nous, sur les territoires, nous percevons, mais qu'au niveau national, on ne perçoit pas encore. C'est-à-dire, arrêtons d'opposer l'hôpital public au secteur privé non lucratif ou même au privé, mais comment on travaille ensemble. Et si je dis ça, c'est parce qu'on le vit dans les territoires, et vous l'avez dit très justement. Nous, sur notre territoire, nous avons à la fois hôpital public, à la fois hôpital avec le groupe SOS à but non lucratif et à la fois des cliniques. Et on voit bien que plutôt que de jouer la complémentarité, si vous avez un directeur de l'ARS qui à un moment donné n'est pas convaincu de ça, ça va être la concurrence. Quel sens ça peut avoir pour les personnes qui ont besoin d'être soignées quand vous avez des ressources, des hôpitaux qui peuvent travailler en complémentarité. Et ça, je crois qu'on ne l'a pas suffisamment compris au niveau national. Et c'est bien triste, parce qu'au final, eh bien, c'est le patient potentiel qui va, ou même le patient qui va en pâtir. Et là, on est au cœur du sujet. C'est vrai pour la politique santé, c'est vrai pour d'autres politiques. C'est ce que nous essayons, nous, au niveau du territoire, eh bien, de changer. On y arrive, heureusement. Mais croyez-moi, on y passe beaucoup d'énergie. Et c'est dommage. Mais sur le sujet de la santé, c'est fondamental. Et nos partenaires, comme vous l'êtes, comme d'autres, en sont convaincus également. Sur le sujet de responsabilité sociétale, environnementale, humain, un territoire doit être exemplaire aujourd'hui. Exemplaire. C'est-à-dire que nous devons nous interroger, nous, sur les politiques que nous faisons, comment notre responsabilité, nous pouvons l'engager. Sur l'aspect environnemental, comment sur nos propres politiques en matière d'urbanisme, de transport, de déchets, d'eau, d'assainissement, nous allons vers quelque chose de plus vertueux. C'est ce que nous faisons. Et c'est indispensable. Indispensable. Ça coûte? Non, c'est pas que ça coûte. C'est qu'on investit. Et on investit sur l'avenir. Et ça, en ayant toujours comme point de mire les habitantes et les habitants. C'est-à-dire que toutes les politiques doivent être conçues et imaginées avec l'humain au centre. Et ça, c'est fondamental. Et comment on emmène avec nous, derrière nous, en tant que territoire, les acteurs locaux du territoire, privés,
institutionnelle de manière à ce que tout le monde aille dans le même sens. Ça veut dire qu'on conditionne aussi notre accompagnement à ce que les institutions ou les entreprises privées, en l'occurrence, y compris les entreprises industrielles, parce qu'aujourd'hui l'industrie, elle est de plus en plus vertueuse, et parce que nous devons, nous aussi, de les accompagner de la manière la plus vertueuse en matière, pas simplement écologique, en matière de ressources humaines. Quelle est la politique salariale d'une entreprise qu'on va accompagner ? Comment est-ce qu'ils abordent le confort au travail? Ça, le territoire, il doit se poser la question quand il a la compétence économique. Et comment, derrière, notre territoire est de plus en plus inclusif pour tout public, et comment ceux que nous accompagnons ont cette vision aussi d'inclusion. C'est comme ça que nous essayons, nous, au quotidien, en tout cas, de travailler. Complémentarité, exemplarité et l'humain au centre, c'est ce que je retire de vos objectifs, votre façon de voir ce sujet. Je vous remercie à tous pour ces explications passionnantes et je vous dis à très bientôt.